Salut les amis, ravi de vous retrouver pour ce mercredi. Je vous dirai pas les blagues qui sont faites hors antenne, mais on se marre bien dans les pistonnets et on est surtout heureux de vous retrouver avec Hamza Ramani et avec Brice Germain. Comment ça va les gars? Très bien. Toujours. Très bien, très bien. Ça va. Ce qui t'a fait rire, c'était pas une blague, mais une stat, mais soyons honnêtes. Allez, on peut la dire, vas-y. Depuis la trêve, Gasly et Perez ont inscrit le même nombre de points. Et Ocon a inscrit 2 points de moins que Perez. Voilà. Je trouve ça toujours aussi marrant. Mais Perez a un contrat. C'est vrai. Les gars, grosse émission aujourd'hui. On va revenir sur ce Grand Prix du Brésil et la performance de Max Verstappen. On va essayer de la replacer dans son histoire et dans l'histoire de la Formule 1. Et puis on était aussi également du côté de Bahreïn ce week-end. Alors pas nous trois, mais on a envoyé le copain Joseph Ruiz que vous connaissez très bien sur First Team Sport avec des missives, des scripts et plein d'objectifs d'interview. On va vous en diffuser 2 ou 1,5. Il y aura celle de Théo Pourchère et puis un petit mot aussi également avec Bruno Famin parce qu'on avait rendez-vous avec Bruno Famin mais les choses ne sont pas forcément passées comme on le souhaitait, mais on va le partager avec vous et on vous expliquera tout ça bien sûr ensemble. Juste avant de commencer cette émission les gars, je voulais remercier un de nos viewers, le remercier parce qu'il est dans l'esprit des pistonnés, j'ai oublié de le faire dans le grand débrief qui est sorti lundi. C'est notre ami la demi-volée. On était pour rien se cacher dimanche soir en pleine conférence de rédaction et on s'est marré sur le titre Chuck Norris dont on a fait une vignette, d'ailleurs j'espère qu'il vous a fait marrer chez vous, et la demi-volée nous a proposé plusieurs titres qui étaient tous à peu près très excellents. Et il y avait notamment dans ces titres-là, il y avait Chuck Norris. Voilà le hasard. Donc je vois que vous êtes en tout cas dans l'esprit des pistonnés et ça fait plaisir. Et on embrasse la demi-volée qui est en plus un auditeur en tout cas très fidèle. Le programme, vous l'avez les amis. On met tout de suite un petit jingle parce qu'on va démarrer sur un gros débat et parler de Max Verstappen. Où replacer la victoire de Max Verstappen au Brésil, dans son histoire propre, dans sa carrière? Est-ce que c'est sa plus belle victoire? Et puis aussi également, est-ce que c'est l'une des plus belles victoires dans l'histoire de la Formule 1, l'une des plus belles démonstrations? Je vous ai préparé un premier tableau. On va parler déjà dans un premier temps de Max Verstappen. Où est-ce que vous situez justement sa victoire? J'ai essayé de lister en un tableau, les gars, les plus belles remontées de Max Verstappen. Et en fait, vous voyez ces entrées, il y en a 6 au total. En vrai, il pourrait y en avoir 9 ou 10 parce que même dans son début de carrière, notamment chez Toro Rosso, il y a eu des choses absolument fantastiques, mais il fallait faire des choix. Je suis resté sur ces choix. Je vous remets les 6 scénarios avant le Grand Prix du Brésil 2024. On a eu Brésil 2016 où notre ami est 16e à 14 tours de l'arrivée et arrive à accrocher le podium. C'est sa première année chez Red Bull. Il y a le Grand Prix des États-Unis 2017 où il part 16e et arrive 4e. En fait, il était 3e à l'arrivée de cette course, mais Brice, tu dois t'en rappeler, j'imagine, ce dépassement sur Kimi dans l'avant-dernier virage qui s'est fait en dehors des limites de la piste et donc il est rétrogradé, il est dans le protocole podium, on lui demande justement de sortir pour laisser la place à Kimi Raikkonen. Les États-Unis l'année d'après, 2018, où il part 18e, il termine 2e. Juste derrière Kimi Raikkonen pour sa dernière victoire, bien sûr, en championnat du monde de Formule 1. Ah, très peu, hein. Ouais. Autriche 2019, on s'en rappelle tous, il cale au départ, il arrive à remonter et il fait ce dépassement fantastique sur Charles Leclerc pour aller gagner. Hongrie 2022, de P10 à P1 malgré un tête à queue. Et puis Spa 2022, bien sûr, avec cette remontée au retour des vacances de P14 à P1. On aurait pu mettre Miami 2023 aussi. T'as pas mis Allemagne 2019? J'ai pas mis, ben non, parce qu'en fait il part devant. Donc c'est pour ça que non mais après tu peux c'est d'aller remonter alors. Fallait faire des choix, c'est vrai, et après c'est renoncer. Je vous invite à enrichir justement le débat pour parler de cette course. Où est-ce qu'on la resitue cette course dans la carrière de Max Verstappen? Juste quelques petites stats à vous donner, je vous les ai données pendant le débrief et je suis obligé de vous les redonner là pour ce sujet. Carrière quand même impressionnante quand on prend les ratios, 62 victoires, 40 pôles, 33 meilleurs tours, 111 podiums, pardon, 54% de podium, 30% de victoires, 20% de pole position, alors qu'on disait au début de sa carrière que il avait eu du mal dans l'exercice de la qualification, vraisemblablement il a trouvé des solutions. Où est-ce que vous la replacez quand on revoit la liste que je vous donnais tout à l'heure, liste que vous allez enrichir, où est-ce que vous la replacez cette victoire au Brésil? Bon, je pense que c'est une question de sensibilité à mon avis ça. C'est ça qui est intéressant. Et que chacun aura vraiment pas la même vision là-dessus. Par exemple, moi et merci de nous afficher le tableau. Les deux 2022, je les sors. Tu les sors, d'accord. Parce qu'il a la voiture dominante? Ouais. Ça reste Max, ça reste du boulot stratosphérique. Normalement, il est aidé. 2019, il n'y a pas une hiérarchie bien claire. Et on a en face de lui un Leclerc qui est assez tendre, encore.
USA 2018 et 2007, c'est pas des victoires. Même si c'est des énormes remontées. Hein. Et puis 2017, de toute façon, dans tous les cas, il fait quelque chose d'illégal. Oui. Brésil sur la fin. Ouais. Oui, pas tout le temps. Illégal, le délictuel. Après 3 ans de tôle avec sursis. Ma sensibilité à moi va plus être dominée par des pistes où à la base on dit que c'est pas assez difficile de dépasser et que on va être sur de la contre-logique vis-à-vis de la qualification, vis-à-vis des événements de course et vis-à-vis du fait que dans certaines circonstances, l'erreur est davantage pardonnable et que le fait de ne pas faire d'erreur rend presque l'homme fantastique, tu vois. C'est peut-être une vision un peu Senna des choses, je dirais. Et du coup, moi, dans la liste que tu as mis là, il n'y a que Brésil 2016 qui vient à la hauteur de celui d'hier, en termes de qualité de victoire. Parce qu'on rappelle quand même que le virage numéro 3 pour les Brésiliens est rebaptisé virage Max Verstappen. Hein. C'est vrai. Sorti des As de Senna, ça marque un petit peu son homme. Il l'a quand même remontré hier. Et quand il fait ça sur Rosberg, il a une voiture où il est normalement injouable. À ce moment-là, c'est lui qui termine champion du monde. D'ailleurs, cette année-là. Mais c'est que Nico Rosberg. Il le prend. Oui, mais je blague. C'est le meilleur Nico Rosberg qu'on aurait pu avoir. Oui, je blague. Et il le prend à l'extérieur. Enfin, qui est quand même normalement en sport automobile. Dans 90% des cas, un signe un peu humiliant. De soumission. Quand tu te fais dépasser à l'extérieur, c'est genre, excuse-moi, tu gênes. C'est un peu ça. J'imagine le pilote. Non, mais t'es hors trage, tu vois. Tu dépasses pas à la trage. Donc t'es hors trage, c'est chicane mobile. Excuse-moi, clignot et je passe. C'est exactement comme quand tu dépasses à droite parce qu'un mec est sur la voie de gauche, tu vois. C'est pareil. Illégal, on le rappelle. Ouais, illégal. Rendez-vous en région parisienne pour voir quelques trucs dans ce genre-là. Mais du coup, oui, dans ma sensibilité, est marqué plus Brésil 2016, est marqué plus Brésil 2024 aussi parce que le tracé me marque plus. Gagner à Interlagos pour moi a quand même une saveur particulière. Saveur plus grande qu'Austin. C'est chez moi, c'est comme ça. Et du coup, moi, à ta liste, je rajoute Hockenheim 2019 dans la même veine que celle-là, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il part devant, il part pas P17. Mais Hockenheim 2019... Tout le monde se met au tas. Tout le monde se plante. Enfin, sauf Lance Stroll. Cette fois-ci. C'est vrai. Je te rappelle que le podium, c'est Verstappen, Vettel, Kiat en Hockenheim 2019. Parce que Stroll le redescend. Mais au final, tu vois, Bottas, Hamilton et Mercedes font un Grand Prix catastrophique. Ferrari fait un Grand Prix catastrophique. Leclerc se met au tas. Leclerc était en tête, il se met au tas. Hülkenberg aurait pu avoir son premier podium, il se met au tas. Dans cette fameuse piste de dragster patinoire, là-bas au bout. Et puis, moi, je rajoute Espagne 2016 parce que, oui, ok, les Mercedes se crachent. Mais c'est son premier Grand Prix chez Red Bull, il a 18 ans. Alors, c'est son tout premier Grand Prix chez Red Bull. Mais là, on parle d'impression. Ouais. Pour moi, c'est pas pareil. Bah oui, mais moi, c'est l'impression qui oui, mais l'impression en fait, l'impression de laisser en piste, pour moi, je ne la mets pas sur le même plan que l'impression laissée par le contexte. Le contexte fait que la première victoire de Verstappen, elle est exceptionnelle. Première course chez Red Bull, il se passe ce qui se passe devant. Il résiste, si on peut appeler ça résister, à Raikkonen. Non, arrête avec ça. Qui n'a vraiment rien tenté, mais bon. On l'a accompagné. Raikkonen a accompagné Verstappen vers le succès. Tu vois, le tapis rouge de Piastri que tu évoquais il y a 2 jours. Là, on est sur la même. Tiens, la médaille. Enfin, il n'y avait pas de médaille à l'époque. Tiens, le trophée. Bravo. Mais. T'es mauvais. Mais je te jure que j'ai ce ressenti-là. Il faudrait peut-être que je revoie la course, mais moi, dans mon souvenir, parce qu'il m'avait énormément frustré ce jour-là, c'est un Raikkonen chez Ferrari qui n'ose rien, en fait. C'est ça qui m'a frustré. Donc, Verstappen gagne cette première course, etc. Rappelle-toi de l'épave. Bravo à lui. Mais moi, ce qu'il m'a donné hier, c'est quelque chose que... Alors, je sais pas si je l'ai jamais vu, mais en tout cas, si je l'ai déjà vu, ça ne m'a pas marqué. Hier, ça m'a marqué, et je sais que cette course-là, je m'en souviendrai dans 5 ans. Tu vois, là, tu me parles d'Hockenheim, je t'assure que Hockenheim, j'ai plus en tête la physionomie, tellement c'était une course folle. Devant, tu l'as pas trop. Ouais, oui, c'est ça, t'oublies qui a gagné. C'est ça. Alors que peut-être la course, elle est exceptionnelle. Il fait un tête à queue d'ailleurs. Il fait un tête à queue. Il fait un 3-6 et il repart. Oui, ça c'est la spéciale Verstappen. Je crois qu'il part 2e ou 3e. Et au Brésil aussi, devant, tu vois. Donc, oui, il fait un 3-6 et il repart. La spéciale. Mais là, hier, il y a quelque chose de plus. C'est le panache.
Tu vois, ça veut dire que moi, tu as enlevé tout à l'heure de tes grandes victoires de Verstappen 2022 par exemple. Moi, ce qui se passe en 2023, c'est de l'ordre de l'extraordinaire, mais au sens premier du terme. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en sport. Mais là, on est des parfois Grands Prix. galvaudé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la domination sur l'ensemble de la saison, sur les 9 ou 10 victoires consécutives. Je crois que c'est 10 victoires consécutives. Puis derrière, tu en as une nouvelle série de 9 à cheval sur 2023-2024. Il y a des Grands Prix où il a écrasé la concurrence, où il a exterminé tout le monde. Il a terminé avec 40 secondes d'avance. Ce qui est quelque chose de très fort. Bien sûr. Faut pas le galvauder. Faut pas se dire, ouais, mais il a la meilleure voiture, du coup c'est facile. Non, le faire. Il y a des pilotes cette année, ils ont eu la meilleure voiture, ils l'ont pas fait. Donc, faut qu'ils leur en mettent une. Hein. D'accord, 2023, ça peut, à un moment, ça a pu être écœurant, ce que vous voulez. Mais moi, hier, ce que j'ai vu de Verstappen, c'est peut-être, je vais pas dire le panache qu'il a manqué, c'est trop sévère. Mais peut-être qu'il manquait quelque chose dans la carrière de Verstappen que j'ai pu voir hier, de la même manière que les grandes victoires d'Alonso, je m'en souviens. Les grandes victoires d'Hamilton, je m'en souviens. Je sais que Hamilton, c'est 104 victoires. Ouais, 104, ouais. 104 victoires. Je sais, à la fin de sa carrière, il y en a 2 ou 3. Mec, tu vas retenir. Silverstone, jamais. C'est extraordinaire. C'est de l'ordre de la folie. Interlagos, on l'évoquait lundi, même s'il avait la meilleure voiture, c'est de l'ordre de l'extraordinaire aussi. Même la Turquie, même la oui, non, mais bien sûr, il y en a 2-3 comme ça. Tu vois le génie, Verstappen, ce que jusqu'à hier, enfin jusqu'à dimanche, je me souvenais, ou j'aurais pu me souvenir du côté imperturbable, du côté robotique du pilote, du côté construction de séries de victoires, du côté écœurant, je ne laisse rien à la concurrence. Il y a plein de facettes de Verstappen que j'avais en tête et qui qualifiaient ce pilote, mais ce qu'il a montré à Interlagos, c'est une nouvelle facette que tu savais qu'il l'avait. On savait, oui, il l'a prouvé. Lorsqu'il avait la deuxième voiture derrière les Mercedes ultra dominantes, il était extrêmement régulier et parfois il allait chercher les victoires. D'accord, mais ce que j'ai vu à Interlagos, c'est quelque chose que, si je l'avais déjà vu, en tout cas je m'en souviens pas, parce que ça n'était pas aussi fort et marquant que ce que j'ai pu voir ce dimanche. Mais moi, franchement, j'ai envie d'y aller et de mettre les pieds, les gars, même si j'avais jamais vu cette course en direct et je m'y suis replongé déjà parce que j'aime le sport et pour écrire le fabuleux bouquin La Formule 1 en 80 tours, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. C'est vrai que d'ailleurs, c'était à tous les grands prix. Réédition pour Noël. À cette époque-là de l'année, ouais, complètement. Il reste encore quelques exemplaires, les amis, et ce n'est pas soldé. Non, mais c'est vrai, on a beaucoup parlé de ce tour, ce début de course. Je vous invite à aller le voir, les gars. Le Grand Prix d'Europe 1993, le Grand Prix d'Europe 1993 à Donington, et cette leçon d'Ayrton Senna qui est sur une McLaren à l'époque, une McLaren qui est vraiment en deçà, et sous la pluie, il donne une leçon, on va dire, à tout le monde. Il fait du Magic Senna. Fernando Alonso aussi, je sais que vous en rappelez, qui partait dans le peloton, j'en parlais tout à l'heure, Hongrie 2006, et qui fait 2 tours et va prendre la tête, je sais plus, en 2-3 tours. Pour moi, je le mettais justement au même niveau que le Donington 93. Et là, hier, quand je vois la remontée de Verstappen, pour moi, c'est au panthéon du sport de la Formule 1. Il y a un point central sur Donington 93. Je veux absolument pas diminuer la performance d'Ayrton Senna. Attention. 93, et jusqu'à récemment encore, on parle d'époque de la Formule 1 où il y avait une différence colossale dans la performance monoplace. Aujourd'hui, on le dit souvent depuis quelques années, toutes les écuries, on a parfois des qualifs où les 20 pilotes sont dans la seconde, entre le temps de pole et le dernier temps Q1. À l'époque, il y avait des 5 secondes et bien évolué. Voilà. Ça, donc, encore une fois... Mais il n'avait pas la bonne voiture cette année-là. Bien sûr, et il pulvérise tout le monde. Attention, mais ce que je veux dire, c'est que la part pilote avait l'air plus grande, mais bon. Oui, aussi. Mais je veux dire, attention quand même. Encore une fois, je veux pas diminuer ce qu'a fait 93 Senna, c'est extraordinaire. Mais voilà. C'est dur à comparer, c'est ça que tu veux dire. Comparer les époques, moi de toute façon, j'ai jamais été fan. Mais surtout, il y a un élément aujourd'hui qui fait que une remontée, si tu veux, en 2024, c'est plus difficile, encore plus dans la situation de Red Bull, en l'occurrence Interlagos, mais peu importe. C'est plus difficile de faire une remontée en 2024 que de la faire en 90 ou que de la faire en 60. C'est ça que je dis. Complètement. De plus. Après, tu peux te dire aussi que le gap entre la Williams en 93, entre la Williams et la McLaren est aussi abyssal. Même s'il est abyssal entre la McLaren et le reste derrière. C'est les places d'élite. Ce sont les dernières places, celles qui vont aller te permettre d'avoir 25 points, ou à l'occurrence à l'époque 10 points ou 8 points, ou je sais plus, ou d'avoir la victoire. Mais ensuite, d'ailleurs, il y a un point commun sur les remontées de Verstappen, là, sur quasiment tous les GP que tu as cités. Le point commun, c'est que toutes les courses de Verstappen,
en début de course, il se débarrasse rapidement des pilotes problématiques. Ouais. Tu vois, pilote problématique par rapport à la performance de la Sûr. monoplace. Il lui pas faut par 10 rapport- tours pour revenir dans un statut qui, stratégiquement, peut jouer quelque chose. Exactement. C'est-à-dire qu'en 2 tours, on l'a encore vu à Interlagos, en 2 tours, il a sucré la moitié des pilotes. Il est 9ème. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu pars 16, t'es 9ème, quand tu pars 17, t'es 10ème, quand tu pars 12, t'es 5ème. Il a cette faculté sur les 3-4 premiers virages à effacer une grosse partie, et sur les 2-3 premiers tours déjà de se retrouver en position de points et en position d'aller mettre, comme tu le disais, de se battre pour podium, un top 5, etc. Ensuite, ça t'ouvre quand même. C'est comme, mine de rien, c'est comme si tu débutais une course à la 6ème place Ouais, finalement. c'est ça. Le fait qu'il se retrouve à 11 secondes de Norris au tour 12, alors que c'est déjà le cas à la fin du tour 1, c'est là où la perf est folle, tu vois. C'est que normalement, tu pars 5ème, tu vas perdre 1 seconde 5 au tour sur le leader. Quel qu'il soit d'ailleurs, même s'il n'a pas le rythme que tu es censé pouvoir développer. Alors encore une fois, il y a plein de moments où il l'a pas fait cette saison. Sur ce Grand Prix-là, il a développé le rythme plein de sa Red Bull sans que sa position en piste soit un problème. Jusqu'à arriver à Charles Leclerc. Qui, Charles Leclerc, lui, a défendu différemment, etc. Et lui s'est comporté d'ailleurs différemment avec Charles Leclerc. Mais à partir de là, Charles Leclerc avait le rythme de Lando Norris et de George Russell. Pas d'intérêt de prendre de risques particuliers si, du coup, on a une course à grabuge. Tiens, on a Interlagos, il va pleuvoir. Statistiquement, encore une fois, c'est froid et calculateur. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, oui, cette course-là, elle fait partie de ça. Et moi, j'ajouterais un élément. C'est que les courses références, pour moi, sont celles où sa propre écurie va se mettre à genoux. On l'a vu Helmut lundi Marko. avec les déclats de Horner et Marco Oui, d'ailleurs lundi. hein, Marco ouais. Horner, à la fin du Grand Prix, qui connaissent le bonhomme quand même. Ça fait un moment qu'ils Ils ont travaillent tout avec lui. sacrifié pour lui, hein. Ouais. On rappelle hein, quand même. hein. Ils connaissent le bonhomme. Ben, je pense qu'à la fin, ils le regardent et ils font Ouais. bah chapeau, mec. Alors que. T'es encore capable de nous étonner, quoi. Voilà. Et je pense qu'ils ont été étonnés à Barcelone en 2016. Ils ont été étonnés à Hockenheim en 2019. Même s'il l'aide un peu à Barcelone 2016 quand même. C'est la prise de pouvoir de Max Verstappen en vrai. Ah bah c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Weber et Vettel Complètement. à Abu Dhabi en 2010. On piège Vettel, Vettel avec le lièvre Ricciardo, de Daniel Ricciardo. pour derrière au final que les deuxièmes pilotes soient devant et que ce soit Verstappen qui l'emporte. Mais moi hier il y a ce côté, enfin j'allais proposer en titre pour le débrief de lundi, inclinez-vous. Parce que je trouve qu'il nous a tous fait mettre le genou à terre hier en disant c'est moi le meilleur. Enfin, le meilleur dans ce momentum de carrière là. On va pas commencer un débat du GOAT avec Lewis Hamilton ou quoi. Non. Mais enfin, Lewis Hamilton ne peut pas faire hier, lundi, pardon. Ne peut pas faire dimanche. Voilà. Je suis tchatchagué là, de ouf. Il peut pas faire dimanche ce que Max Verstappen a fait. Il n'est pas dans ce momentum de carrière-là, il n'est pas dans cette motivation-là avec cette Mercedes. Et pourtant, tu sais qu'il prend un bon départ d'ailleurs, Lewis Hamilton. Mais du coup, là, actuellement, dans ceux qui sont du coup dans ce momentum de carrière, les Russell, les Piastri, c'est tôt, mais les Norris, les Leclerc, les Verstappen, quand il tape du poing sur la table, il leur dit « Je suis le roi !» Et regardez ce qu'un roi fait. Vous avez déjà fait ça, vous? Non. Moi, je le fais. Montrez-moi que vous le faites, derrière on pourra discuter du statut. Et c'est ça en fait, quand tu dis performance impressionnante, il y a effectivement des victoires de Lewis Hamilton à des moments où tu te dis, ouais, il n'est pas contestable. Et là en fait, dans des victoires comme ça, il n'est pas contestable. On peut parler de chance, encore une fois, on en a parlé lundi, de chance, de tout ça, de réussite. Tout ça c'est provoqué. Mais à l'arrivée, il y a zéro erreur. On en a pas parlé. Et des meilleurs tours en course sur meilleurs tours en course, à un moment où ce n'est pas nécessaire. On n'en a pas parlé lundi, mais vraie question. C'est vraiment de la fiction. S'il n'y a pas le drapeau rouge, Verstappen, il termine combien? Il joue quoi? La stratégie, ça peut, ça peut, joue podium, oui, et ça peut se retourner contre lui. à titre, non, mais il joue déjà podium, t'imagines? Mais à titre personnel, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'avait pas le rythme, s'il avait le clean air, s'il dépassait rapidement, pour aller chercher la victoire lui-même sur la piste comme un grand, tu vois, j'en sais rien. Il y avait un énorme écart entre Tsunoda et. Ouais, mais et Norris Russell. Ouais, mais encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, il remontait très facilement, il gardait l'écart stable. À partir du moment où il dépassait les pilotes problématiques, ce que j'appelle pilotes problématiques,
tu te retrouves en clean air. Vraie question, vous y croyez à la théorie selon laquelle Tsunoda a pas développé son rythme pour laisser Max Verstappen revenir? Non, j'y crois pas du tout. Ouais. Pas besoin de ça. Et vu la Moi déception, non plus, vu la mais- déception de Yuki Attends, Tsunoda mais à c'est la quoi cette fin, théorie, ouais, j'avoue, je l'ai pas lu non plus. Vu la déception de Yuki Ouais, Tsunoda à la sur fin de la Internet course, je partout. pense que Je sais pas. j'ai du mal à croire. Pour revenir sur le débat, les gars, et cette peut-être la plus belle victoire de sa carrière à Max Verstappen, t'as parlé d'un truc, t'as parlé de momentum de carrière. En fait, de facto, cette victoire est sans doute la plus belle de sa carrière parce qu'il y a le contexte aussi. Le contexte d'une saison Ouais. 2024 compliquée, le contexte d'une victoire signature dans ce qui sera peut-être le titre le plus indiscutable, on va dire, de la carrière de Max Verstappen. C'est surtout que cette victoire- du pilote. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça que je voulais du dire. pilote Max Verstappen. À la fin de sa carrière, s'il devait s'arrêter en fin 2024, la voiture a été tellement dominante les 2 dernières saisons qu'il n'y a pas de victoire référence, il y a pas de... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de victoire référence, c'est que On en fait, parle de 22-23. la performance monoplace, elle est tellement impressionnante qu'en fait, il n'a pas besoin, lui, de sortir les griffes. 2021, c'est un contexte particulier. Voilà, il y a Hamilton, et mine de rien, moi, sur 2021, je retiens plus 1 ou 2 victoires fortes d'Hamilton que de Verstappen. C'est Tu marrant, vois. en préparant cette émission, je me suis dit comme toi, et je me suis dit, Barcelone, et pourquoi notamment. on mettrait pas justement un Barcelone ou un Imola dans Oui. cette liste en Ouais, fait, mais tu vois. il y a aussi le timing, et c'est pour ça pourquoi le contexte est extrêmement important. Là, tu arrives en fin de saison. C'est Et en ça. fin de saison, Verstappen était devant, c'est Hamilton qui revenait. Mais Là, c'est la victoire qui te fait passer d'un potentiel avant la course 19 points d'écart à 62 points d'écart après la course. C'est la victoire qui t'offre le 4e titre de champion En du monde fait, de ta carrière. il plie un championnat avec cette victoire. Alors que le matin au réveil, on se dit pas ça. On se dit qu'il peut y avoir. moi, on moi, ça j'ai- peut aller dans les deux sens. J'avais On se dit que c'est le j'avais moment du tweeté tournant. dimanche matin, au moment où il se fait sortir de Q2, Lando Norris et McLaren ont une Q3 et un Grand Prix pour créer le tournant de la saison. Au final, c'est Verstappen qui l'a créé. Je suis même, pour Dans moi, un c'est contexte défavorable. Oui, bien sûr, mais c'est lui qui l'a créé. Tu vois, avec les circonstances. En fait, cette victoire, elle a tout. Exactement. Elle a les éléments de contexte, le titre, La la manière. concurrence et la manière. En fait, du coup, elle vient narrer le titre. Oui, elle est symbolique de ce Elle titre. vient narrer le titre, d'ailleurs de dire j'ai pas eu la meilleure voiture, mais quand je peux exprimer qui je suis, déjà il exprime qui il est en réduisant la casse à chaque Grand Prix sur Norris au point où effectivement il n'avait pas perdu de points, 7 du coup si on prend après Mexico depuis Miami. Et là, une fois qu'il peut s'exprimer, boum, il réaccentue. Et je vais même extrapoler. Est-ce que, parce que du coup on a 2 quadruples champions du monde, normalement, si la logique se suit, Red Bull, Même qui si sont, déclare forfait. qui sont Sébastien Vettel, mais peut-être bien, hein, Ah oui. mais qui sont Sébastien Vettel et Max Verstappen. Est-ce que cette course-là qui narre cette saison et qui narre ce 4e titre vient pas donner en plus une valeur différente aux 4 titres de Verstappen vis-à-vis des 4 titres de Vettel? Parce c'est une bonne question que que tu 4 poses. titres de Vettel, il y en a un. Le 2010, on va dire Ah, il y a que grosso modo, il ressemble à 2021. Il y a tu 2012, vois. il y a 2012 quand même. Vettel sur le Il y a une bagarre, oui. ou sur le Brésil 2012 où 2012. le scénario il est quand même Non, tu mais vois. la vérité, c'est que 2012, cette saison, il doit la pulvériser, sauf qu'il a une voiture qui n'est pas fiable. Tu vois, parce Oui, que, oui. Ouais, mais si si tu Alonso, prends- il C'est joue là le qu'en titre Corée du jusqu'à- Sud, il perd son moteur ou c'est en 2011? Je me souviens plus. Honnêtement, je l'ai plus en tête, mais 2012, s'il joue le titre Alonso jusqu'à la fin, c'est parce qu'il y avait ces problèmes d'alternateur Renault, etc. Enfin, sinon, Mais il y a quand même 2012, rappelle-toi, il se met au tas Vettel dès le début de la course et derrière il t'offre quand même une remontée qui avait marqué les esprits. Il faut pas. Oui, avec mais- un Michael non, Schumacher qui, comme et- Piastri, avait dévoilé le tapis rouge. Et Mais tu vois, ce que et je veux dire, c'est qu'on- 2013, on tu se peux le souvient comparer que à des 2023. dominations Red Bull Ouais. de la voiture. C'est vrai. Et du coup, Là, tu sens le facteur pilote. C'est vrai. Non, c'est vrai que sur ce titre-là, tu sens particulièrement le facteur pilote Dans que tu les as peut-être 8 moins titres- ressenti chez Vettel. dans c'est les vrai. 8 titres pilotes. Ouais, bah C'est vrai. Vettel, tu le sentais pas parce qu'il était froid de régularité. Encore une fois, pour avoir vu Verstappen rouler. aussi, hein. Même si ce qu'on disait l'année dernière, par exemple sur 2023, Moins. on disait arrêtez de dire qu'il a la meilleure voiture, c'est le combo pilote-auto. Tu vois ce que Oui, je veux oui, dire mais encore une fois, enfin, je pars. J'ai vu 3 Grands Prix de Max Verstappen et j'ai vu 3 Grands Prix de Sébastien Vettel. Mais ce qui m'a toujours impressionné chez Sébastien, enfin en vrai, je veux dire, Oui, oui, heureusement. j'espère. Mais ce qui m'a toujours Tu nous aurais impressionné. menti à Ce qui entretien m'a d'embauche. toujours impressionné avec Sébastien Vettel, c'est que quand t'es positionné Formule à un X. endroit. Ouais, j'ai juste une fiche Wikipédia. Il regarde pas les grands prix, ça se saoule en fait. Je regarde le Il a découvert la F1 avec Drive to Survive.
En fait, ça fait 2 jours qu'il est là, qu'il regarde la F1. Je vois un combo qui va te sortir. Vous allez me faire un petit extrait ou balancer ça. Non, mais les 3 fois où j'ai vu Vettel, il y a surtout 2 qui m'ont marqué. C'est 2 fois, j'étais sur un point de freinage, notamment à Monza. Et j'ai jamais vu un mec aligner les tours comme si c'était une simulation, comme si c'était un ordinateur qui le faisait. Les rétrogradages. 20. Tu parles de Vettel. Oui. Rappelle-toi, en début de saison, les stats Verstappen, tu voulais en faire un Reels où il enchaînait les mêmes chronos sur une vingtaine de tours consécutifs. Oui, c'est vrai. Remarque. Tu vois, mais moi, mais du coup, c'est une impression réelle qui prend le dessus sur ça, c'est une stat. Ouais. C'est une stat. Là, c'est des datas. Non, mais le but, c'est pas de les comparer, mais comme quoi, en fait, ils ont des saveurs différentes si tu t'intéresses un peu à l'aspect pilote. Parce que oui, il y a eu 8 ans où la Red Bull était la meilleure. Enfin, encore, non, cette saison, non. Désolé, non. C'est pas le cas. Et en 2012, ça reste la meilleure. Et en 2010, c'est partagé avec Ferrari, mais... Disons qu'il y a un match, mais que c'est un peu plus serré quand même que la physionomie là de cette deuxième partie de saison avec McLaren, Ferrari, Red Bull. En fait, il écrit... S'il est titré cette année, et voilà, il écrit la légende que beaucoup vont vouloir lui enlever. De par la voiture. 2023 donne... Enfin, c'est terrible, parce que c'est l'année où il domine le plus, et c'est l'année où il donne le plus, entre guillemets, de raisons d'être critiqué, parce que c'est que la voiture, entre guillemets. Ah, mais il y a la régularité sur 22 Grands Prix, il faut vraiment pas galvauder ça. Mais ça, dans l'opinion publique, tout le monde s'en fout. Il pense juste que c'est la voiture qui gagne. Ouais. Et que tu mettrais un singe dans cette voiture qui gagnerait quand même. Et bah, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, et moi je trouve que c'est un argument de plus justement pour dire que la victoire au Brésil est sa plus belle victoire en Formule 1. La Formule 1, c'est un sport spécial, on en parle souvent, les mecs sont casqués, gantés, ils sont dans un habitacle, on voit pas leurs émotions contrairement aux autres sports qu'on peut suivre notamment, et pourtant certains arrivent à nous les faire ressentir. Et je trouve hier, tu vois que Max Verstappen, quand tu vois ce qu'il fait notamment sur le début de course, tu te dis, waouh, en fait, tu sais, moi j'adore ces trucs-là où tu te dis, mais je serais incapable de faire ça. Je serais incapable de monter dans la voiture, moi, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand ces mecs qui ne laissent rien transparaître de par l'aspect du sport et la perception uniquement visuelle du sport. Je sais pas, ils te donnent. Hier, ils te donnent l'impression qu'ils roulent avec des enfants. Ah, mais ils te donnent ce sentiment-là hier. Et pourtant, les enfants s'appellent Lewis Hamilton, tu te rends compte, Lando Norris, Oscar Piastri. Encore une fois, les balances, il y a plein de pilotes qui ont plein d'excuses. Lui, à ce moment-là, il se trouve que c'est bien tombé aussi. Enfin, faut pas non plus mytho. La Red Bull fonctionnait. Preuve en est que Sergio Perez a quand même réussi à faire des trucs qu'il n'a pas réussi à faire dans d'autres Grands Prix. Donc la Red Bull fonctionnait sur ce setup-là aussi. Mais pour moi, il y a une ligue d'écart hier. Une ligue d'écart entre ceux qui ont survécu et ceux qui ont navigué. Et lui... Ceux qui ont coulé. Enfin, oui, mais il y en a qui ont survécu. Ça, typiquement, Ocon et Gasly font un pilotage magistral hier, mais je les classe davantage dans la survie et dans la lutte que dans Verstappen qui a survolé cette histoire. Pour moi, Verstappen peut faire podium sans les circonstances. Ocon et Gasly ne font pas podium sans circonstances. Et je me pose la question, si sans les circonstances, ils ne gagnent pas. Il y avait 12 secondes 6. J'ai dit podium, j'ai pas dit quelle place. Il y avait 12 secondes 6 pour répondre à ta question tout à l'heure. 12 secondes 6 d'écart entre entre Yuki Tsunoda et Lando Norris au moment du drapeau jaune au 27e tour. 12 secondes 6. Tu vois le rythme qu'il avait sous la pluie, tu peux en effet te poser la question. Après, il était derrière Ocon à ce moment-là. Il faut quand même passer Ocon. Tu te rends compte qu'il a perdu que 3 secondes entre la fin du tour 1 et la fin du tour 24, Max Verstappen, en étant bloqué derrière Tsunoda. C'est monstrueux. Donc une Racing Bulls, 7ème force du championnat, 8ème. Pour avancer un petit peu les gars, parce que derrière on a 2 belles interviews qui nous attendent. Je vous rappelle Théo Pourchère et Bruno Famin qui seront dans les pistonnés aujourd'hui. Je vous ai mis un petit tableau. Alors c'est un tableau statistique et en vrai c'est ça qui est intéressant, c'est que je vous apporte la preuve statistique, mais en vrai c'est un débat, comme tu le disais au début, de sensibilité, de ressenti, d'impression. Il est en tout cas dans les 6 plus belles remontées victorieuses de l'histoire de la Formule 1. La plus grande étant Watson aux États-Unis en 1983, où il était parti depuis la 22e place. Bon, il y avait plus de voitures aussi à l'époque. Il y a Vukovic en 54, mais lui, c'était sur le tracé d'Indianapolis. Donc bon, forcément, c'était un petit peu plus compliqué. Barrichello, rappelez-vous, Hockenheim. Elle était fantastique en 2000. Watson encore en 82. Raikkonen, bien évidemment, décidément. Celle-là, au Japon 2005, elle est injouable. Elle est quand même assez extraordinaire. Et on voit donc Max Verstappen qui s'intercale dans ce... Je pensais qu'il y avait Prost 98
10 dans moi, ce top 6. Mexique. Mais moi, je l'ai. Non, je l'ai. Mais je je, t'avoue que j'ai- mais je crois qu'il part de plus de près. mono, ouais, Ça de doit être la moins loin. 14e place ou un truc comme ça. Est-ce que pour vous, parce qu'on en a parlé un petit peu dans le débrief, c'est là-dessus qu'on va conclure, on a eu 2 avis sur ce Grand Prix du Brésil à chaud, où on s'est dit, ouais, c'est quoi cette dinguerie? Et puis en revoyant un petit peu à froid, une deuxième fois, on s'est dit, elle est dans l'histoire récente de la Formule 1, mais est-ce que tu la mets au-dessus d'Hockenheim? Est-ce que tu la mets au-dessus de même d'autres courses récentes? Est-ce que justement Max Verstappen, cette course-là, cette victoire-là, elle rentre dans l'histoire, la grande histoire de la Formule 1, les gars? Au-delà de son histoire à lui. Dans l'histoire de la saison. Hmm. Encore une fois, je me répète, l'image, la photo, Verstappen passe Ocon, Norris dehors, c'est l'image de la saison 2024. Oui. Donc, c'est la course de la saison, pour tout un tas de raisons. Maintenant, dans la grande histoire de la F1, Pour moi, elle est à hauteur de. Dans l'histoire des légendes Elle de la est. F1. Si je devais la placer, En elle tant est que pilote. juste au-dessus de Brésil 2021 pour Hamilton. Tu vois. Ouais, ok. Parce qu'il y a les circonstances de pluie, parce que Hamilton il fait beaucoup enfin il a un moteur neuf qui doit durer 4 grands prix, donc on le libère un petit peu, mais pourtant ça reste une perf de ouf, tu vois, Ouais, dingo, ouais. de From Et Last puis to en First, point tu d'orgue, vois. il y a ce que tu disais lundi. Il y a Il y a la bagarre. le one Mais là, la bagarre, lui n'en a pas eu besoin. C'est-à-dire qu'il a plongé et à chaque fois c'est passé, tu vois. C'est pas parce que, enfin, c'est pas sa faute s'il n'y a pas eu de bagarre dans l'histoire là. Mais très sincèrement, depuis début 2020, on va dire, depuis le début de la décennie, 2021 du coup, le début de la décennie, il y en a pas beaucoup qui lui arrivent à la cheville. Mais oui, ça reste, à mon sens, moins fort que beaucoup de trucs. Mais dans l'histoire de Max Verstappen, On la retiendra. ça reste un nouvel argument pour ceux qui auront à défendre que Max Verstappen est un pilote incroyable et c'est pas juste Red Bull qui lui a fourni un trône en travaillant que pour lui. Là, en fait, il mérite ce trône que Red Bull lui fournit. cette course, elle va rester dans la légende de la F1 par le biais Max Verstappen. Ça veut dire que si tu fais, je sais pas, un classement des 100 plus grandes courses de la F1, probablement qu'elle n'y sera jamais. Par contre, quand tu feras ta liste des meilleurs pilotes et que à travers ces meilleurs pilotes, tu vas dire ah mais je me souviens, Hamilton c'était Silverstone 2008. Ah mais bah tu vas dire ah bah Verstappen c'était Interlagos 2024. Complètement. Et c'est par ce biais-là qu'on s'en souviendra comme étant une course Dans la légendaire C'était pour la- Verstappen. Question, avant on est samedi, légende. donc il y a 5 jours. C'était laquelle la course référence de Verstappen pour vous? Je trouve celle qui marque les esprits parce que ça a parlé, au-delà des passionnés de F1, ça a parlé au grand public. Moi, je trouve que Hongrie 2022, tout le monde nous en... En fait, quand tu parles à quelqu'un qui ne suit pas la Formule 1, il disait Non. ça va, c'est pas trop chiant la saison parce que j'ai vu le mec qui fait les têtes à queue, hop, demi-tour et puis après il repart et il gagne. Tu sais, Pour ça, le c'est- grand public, ce sera pour le grand public, Non. ça avait marqué les esprits. Mais pour le tu grand vois. public, c'est Abu 2021. Dhabi, bah, bien sûr. Ah, Abu mais c'est Dhabi pas une grande 2021. course de Max Ah, mais Verstappen. bien sûr, mais dans, Ah, si, dans, si, dans, mais- dans l'histoire de la Formule 1, non, c'est pas une grande course. Il rate son départ, Hamilton lui met une je ne sais combien de dizaines de secondes d'avance. C'est pas une grande course de Verstappen, mais en fait, dans l'histoire Verstappen, c'est celle, et c'est même après Interlagos, la vérité, c'est que c'est celle que le grand public retiendra, mais pour des raisons qui ne sont pas liées au pilotage de Et Verstappen. rappelons-nous, Moi, celle que je retiendrai pour répondre à ta question, c'est Barcelone 2016 sur sa grande défense sur Raikkonen sur 80 tours. J'ai bien aimé l'air de Brice. Le soupir de dépit. Tu sais qu'en ce Mais moment, tu sais que il s'attaque aux gens premier degré, ne tombe pas dans le piège. mais, 21 Grand Prix, je suis fatigué. Hein. J'ai le droit d'être un peu prom-dog. Mais en 2019, Interlagos, c'est le même Grand Prix au final. Hein. Oui, Et il t'as le raison. gagne, hein. T'as raison. Ah, Et c'est haut le la Grand main. Prix. Il part pas d'aussi loin. Oui, oui, Mais non, elle aurait si, pu si. rentrer dans la Vous vous liste, souvenez t'as de- raison. Qu'Albon était à ça de Ouais, de son premier podium. son premier podium avant qu'Hamilton il lui. Pour la première fois, il avait volé son podium. Jusqu'à l'Autriche. Jusqu'à l'Autriche, Hamilton, c'est le 2020. voleur de podium d'Albon. de toute façon. Verstappen a gagné 5 courses en partant hors du top 8. Hmm. Donc, je pensais qu'il y en avait Je pensais qu'il y en avait plus que Tu ça. vois, ouais, moi c'est aussi, vrai. Je suis tombé sur cette stat. T'as Hongrie 2022, il part 10. Belgique 2022, 14. Italie 2022, 7. Miami 2023, 9. Et Brésil 2024, Ah mais tu sais que 17. mine de rien, 8, ça paraît pas impressionnant comme ça le chiffre, mais regarde le nombre de courses gagnées par Lewis Hamilton en partant très très loin, le nombre de courses gagnées par Vettel, Alonso, Raikkonen en partant très très loin, il n'y en a pas tant que ça, il y en a moins que pour Max Verstappen en tout cas. Donc c'est pour ça que ce 8 est un petit chiffre, mais il est pas minoré. Bah, en tout 8 cas, sur par rapport aux autres. 62, c'est voilà, pas c'est mal quand même, tu vois. Ça fait un 6ème Et quasiment. ben, en il faudrait effet. savoir combien il y a de podiums aussi. En partant de. En fait, il faudrait Je savoir pense que combien c'est de ça fois il surtout est la stat parti. qui doit être intéressante. Combien à de mon fois il avis, est parti hors top 8 ouais. et du coup voir le résultat moyen de ses départs hors top 8. Parce que je pense que souvent,
Ces mauvais résultats, quand il termine une course, ça vient d'un élément en piste. Exemple, Hongrie 2021, Ouais. où pour le coup, il y a vraiment l'accrochage avec Bottas au début, qui lui flingue sa voiture et qui le fait terminer 9ème. Mais combien de fois il termine à ces places-là sans vrai problème, je veux dire. Jamais, en fait. Jamais. C'est là que le... Et on voit les ratios, on peut revoir les ratios, mais ils sont monstrueux. Hors période Toro Rosso, pour le coup. Mais même, tu sais que même chez Toro Rosso, je me suis replongé dessus, saison 2015, il fait des trucs, alors c'est de la 9ème à la 4ème place, mais il faut se remettre dans le contexte d'une Toro Rosso, il faut se remettre... regarde les ratios, c'est monstrueux. Tsunoda, Lawson, Ricciardo ne font pas ça. Complètement. Gasly l'a fait à un moment donné, mais quel AlphaTauri c'était aussi. Donc oui, je suis d'accord. C'est monstrueux. Les gars, on avance dans cette émission. Pardon, je suis en train juste de vérifier un truc. Vas-y. Vous nous je dites m'aperçois d'une chose. Hors abandon, sur cette saison 2024, Verstappen, c'est 1 de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 courses hors podium en 2024. C'est plus que sur l'année 2023, 2022, 2021 et 2020, où il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ouf. Et il va être champion. Hors abandon. Et il va être champion du monde. C'est-à-dire, tu sais, les fameuses fiches Wikipédia. Tu sais, sur la Verstappen, t'as jaune, doré. Jaune, bronze. Jaune. Et là, cette saison, t'as jaune. Rien. Non, mais. Attends, gris, pardon. Jaune, c'est quoi? Jaune, victoire, première ouais. place. Ah oui, d'accord. Bah, gold, Et après, t'as vert, gold. Vert, podium, vert. Enfin, c'est une folie. C'est une dinguerie. Non, c'est vrai, t'as raison, c'est une grande folie. Vous nous dites ce que vous pensez, bien sûr, en commentaire de ce sujet. Est-ce que pour vous, la victoire au Brésil était la plus belle de sa carrière à Max Verstappen? Et on continuera, bien sûr, le débat avec vous avec grand plaisir. Les gars, on va revenir à l'actualité. On a eu la chance d'être invité par le WEC, comme ça avait été le cas d'ailleurs du côté du Qatar. On a été invité pour la manche finale du côté de Bahreïn. D'ailleurs, Cocorico, Kevin Estre est champion du monde de WEC. Bravo. Et on lui dédiera pas une vidéo, on va dire, un petit peu spéciale. On s'intéresse au talent français. On l'a fait la semaine dernière avec les jeunes pousses et on le fera aussi également avec Kevin Estre qui a été sensationnel cette saison. Et ceux qui ont suivi les 24 heures du Mans, la séance de qualification, le savent. Et ça, on vous le proposera après. Joseph Ruiz, notre copain qui fait le rugby sur cette chaîne, qui fait le cyclisme aussi, a été notre envoyé spécial du côté de Bahreïn. On l'avait briefé, on lui a donné tous les éléments pour nous ramener de belles interviews. Vous allez avoir de belles surprises qui arrivent. On va commencer avec la première interview. Théo Pourchère, qui faisait un test sur la Peugeot 9X8. Théo Pourchère, qui depuis la dernière fois qu'on l'avait rencontré, après le titre F2, a connu bien des mésaventures au Japon, en IndyCar aussi. C'était l'occasion justement de faire le point avec lui avant ce test, de faire le point aussi sur son avenir en F1. Théo Pourchère, elle est pistonnée. C'était pas à Paris cette fois-ci, mais du côté de Bahreïn, on le suit jusqu'au bout du monde. Pas vraiment, il y a eu beaucoup d'imprévus, mais honnêtement c'était une saison avec des hauts, des bas, des nouvelles expériences. Et je pense que j'ai pris énormément en maturité parce que j'ai vécu des choses compliquées. Mais malgré tout ça, voilà, comme je dis, j'ai beaucoup appris. Et ça m'a permis et ça va me permettre dans le futur surtout d'être un meilleur pilote et d'être une personne bien plus mature et bien plus apaisée qu'avant. Ouais, c'est un très bon championnat. J'ai eu l'opportunité de rouler, j'ai fait une course en Super Formula. Après, voilà, c'est vrai que j'ai eu Arrow McLaren qui m'a appelé pour faire de l'IndyCar. J'ai pas pu refuser cette opportunité qui était pour moi voilà, une opportunité en or à ce moment-là. Et après, voilà, malheureusement, ça s'est terminé plus tôt que prévu avec McLaren. Mais c'est comme ça, comme j'ai dit, c'est des expériences. Ça a été une année où voilà, j'étais parti pour le Japon au début, je suis allé en IndyCar et qu'au final, ouais, depuis juillet, je n'ai pas roulé. Donc j'ai très hâte de retourner derrière un volant. Bien sûr, c'est un championnat exceptionnel. J'ai adoré courir en IndyCar. Pour moi, c'est un des meilleurs championnats au monde. Et c'est un championnat très dur physiquement, très dur mentalement. Mais j'adore les États-Unis.
le sport dans ce pays, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et le fait d'avoir pu rouler pour McLaren, c'est vrai que c'était un peu d'émotion quand même. C'est une équipe légendaire, notamment en Formule 1, mais aussi en IndyCar. Donc pour moi, voilà, ils m'ont donné l'opportunité de me montrer, de faire des courses. Ça s'est fini un peu plus tôt que prévu malheureusement, mais c'est comme ça. Voilà, je suis très reconnaissant de l'opportunité qu'ils m'ont offert. Même si d'un côté, bien sûr, je suis déçu aussi de ne pas avoir pu continuer plus longtemps parce que en tant que pilote, en tant que compétiteur, je sentais que je commençais à m'adapter à ce championnat. J'avais fait déjà des belles performances sans essai en arrivant après le début de saison. Donc ouais, je suis fier des performances que j'ai pu faire là-bas. Maintenant, ça c'est du passé et je regarde le futur, de nouvelles expériences. Pas vraiment. Pour être honnête, non, on n'a pas trop discuté de ça. Voilà, ça s'est fini un peu brutalement comme ça, mais voilà, comme j'ai dit, j'ai eu mon expérience. Ils m'ont appelé, ils m'ont donné l'opportunité de rouler à un moment où je n'avais pas de paquet, je ne roulais pas. Donc c'était important pour moi de rerouler et à un niveau super élevé comme l'IndyCar. Donc voilà, je sais que mes performances étaient bonnes, c'est le plus important pour moi. Malheureusement, maintenant, le travail est un peu plus compliqué pour retrouver du roulage derrière, mais voilà, j'ai eu cette opportunité avec Peugeot, donc content d'être ici. Ouais, je confirme, je pense que j'ai pris à peu près 6-7 kilos en 2 mois et je suis resté à peu près 3-4 mois là-bas, mais l'IndyCar c'est un championnat très physique, donc la voiture c'est vrai qu'elle est assez lourde, elle est très puissante. Et les circuits sont très bosselés, très petits, très serrés et surtout les courses sont très longues. Elles font à peu près 2h30, 3h. C'est des courses longues avec beaucoup de pit stop, beaucoup de bagarres en piste. Donc mentalement et physiquement, c'est un des championnats les plus durs. Donc forcément, j'ai dû m'adapter. Beaucoup de temps à la salle de sport, mais j'ai adoré. Moi, pour le moment, c'est vrai que voilà. J'ai eu Peugeot qui m'a offert l'opportunité de rouler au Rookie Test pour eux en hypercar. L'endurance, c'est vrai que c'est un championnat exceptionnel. Et moi, depuis tout petit, un de mes rêves, c'est de gagner les 24 heures du Mans. Donc, pouvoir être déjà aussi proche du paddock, du championnat du monde d'endurance, c'est top. Après, c'est vrai qu'en IndyCar, pourquoi pas, c'est un super championnat aussi. Bien sûr, je suis toujours pilote de réserve en Formule 1. Voilà, j'essaye de voir ce qui s'offre à moi aussi, mais en tout cas très content d'être ici, de découvrir une nouvelle catégorie, quasiment un nouveau sport pour moi parce que c'est vrai que l'endurance j'ai jamais essayé et c'est quand même bien différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai hâte de rouler, de découvrir ce championnat et je suis sûr que ça va me plaire. Bien sûr, c'est vrai que aussi grâce à mon manager Julien Abelli qui a beaucoup travaillé durant ces derniers mois, notamment suite à l'annonce de McLaren, voilà, pour essayer de trouver une opportunité pour moi pour pouvoir rerouler. Voilà, on est rentré en contact avec Peugeot et ça s'est fait très rapidement. Voilà, après on a fait des rendez-vous, j'ai fait du simulateur et on en est venu aussi à la conclusion qu'il fallait que j'essaye la voiture et participer au Rookie Test de Bahreïn sur un circuit que j'apprécie énormément. J'ai gagné 2 fois en Formule 2 ici, donc je pense que voilà, ça me donne le sourire. Je suis très impatient de rouler au Rookie Test parce que je n'ai pas roulé depuis juillet, la course de Toronto en IndyCar, qui était imprévue aussi. C'était un peu de dernière minute. Donc voilà, pour moi, c'est en tant que pilote, je ne sais pas, il faut que les gens se disent dans la tête que d'attendre depuis juillet sans rouler, c'est quand même très long. Moi qui adore la compétition, je fais ça depuis que je suis tout petit et chaque saison, j'ai un plan assez bien défini et je sais que je vais rouler à chaque fois. Là, ce n'était pas le cas cette année. Donc, une année très longue, mais bon, comme j'ai dit, une année d'expérience. Et puis là, pour le coup, je vais découvrir une nouvelle voiture. J'ai eu l'occasion, je pense, voilà, d'être l'un des seuls pilotes à avoir roulé en Formule 1, Super Formule 1, IndyCar, Formule 2 et bientôt Hypercar. C'est les plus belles, les voitures les plus rapides au monde, les plus belles catégories de ce sport. Donc j'en suis fier et je profite de chaque instant. Je pense que l'objectif, c'est de déjà apprendre un maximum dans cette voiture, découvrir le maximum de choses, découvrir l'équipe aussi. C'est des nouvelles personnes, des nouveaux mécaniciens, ingénieurs. Je travaille avec plein de nouvelles personnes, donc pour moi, ça va être important de découvrir cette équipe et puis de faire des bons chronos aussi, parce que moi,
c'est vrai qu'au final, j'ai cet esprit et voilà, de vouloir toujours tout donner. Et je sais que ça va être une super voiture à conduire. Et comme j'ai dit, très très hâte de rouler sur ce circuit de Bahreïn. Ouais, je pense que c'est un championnat, comme j'ai dit, c'est un championnat du monde déjà. Donc ça compte beaucoup. C'est un championnat avec des constructeurs incroyables. Moi, je suis très fier de rouler pour Peugeot au Rookie Test. On a des super constructeurs. Il y a une bataille très serrée. Et je pense qu'il y a aussi un vivier de pilotes exceptionnel. Des pilotes qui viennent de la Formule 1, des pilotes qui viennent d'ailleurs, hein, qui font de la Formule E, qui viennent de l'IndyCar, qui peuvent voilà, de partout. Donc c'est magnifique à voir. Et puis les 24 heures du Mans aussi, je pense que ça c'est quand même voilà, une course, la plus belle course du monde avec Indy 500 et le Grand Prix de Monaco. Donc ouais, pour moi c'est un rêve de gagner cette course un jour. Ouais, bien sûr, non, mais c'est vrai que moi je reste jeune. Je pense que je vais avoir encore beaucoup d'opportunités dans le futur qui peuvent s'ouvrir à moi. Mais le WEC, pour moi, c'est pas un lot de consolation. Pour moi, le WEC, c'est participer à un championnat du monde d'endurance, ça serait exceptionnel. Donc, comme j'ai dit, les 24 heures du Mans, c'est un rêve pour tout pilote. Le championnat du monde d'endurance aussi, c'est un rêve de le gagner. Donc, c'est pas un lot de consolation et j'espère pouvoir être titulaire un jour dans ce championnat. Ouais, pour être honnête, pas vraiment. Pour moi, c'est vrai que je faisais partie de l'équipe Sauber quoi qu'il arrive. Voilà, peu importe les personnes qui dirigent l'équipe. Pour moi, voilà, je suis pilote de réserve de cette équipe. Après, bien sûr, je suis un peu déçu de ne pas avoir eu l'opportunité de rouler en essai libre, sachant que j'ai passé beaucoup de temps dans le simulateur. J'ai beaucoup aidé l'équipe dans le simulateur, donc voilà, ça aurait été un peu une récompense pour moi aussi de m'essayer en vrai, pour pouvoir me montrer aussi, parce que je sais que j'ai le potentiel voilà, de faire de belles choses. Après, voilà, c'est pas moi qui décide. Malheureusement, voilà, je garde la tête baissée et je continue mon chemin. Moi, c'est vrai que je suis un passionné du sport automobile et j'adore les personnes qui me donnent l'opportunité aussi de me montrer, de me faire plaisir, de rouler dans de belles catégories. Donc, pour moi, l'appel de Peugeot, voilà, ça fait partie de cette catégorie-là, des gens qui me donnent confiance et ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, voilà, Sauber m'a beaucoup aidé aussi durant ma carrière, donc j'en suis très reconnaissant. Malheureusement, je sais qu'en tant que pilote, on veut toujours mieux, on veut toujours plus, donc c'est comme ça. Pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. On voit, par exemple, en MotoGP, ça arrive assez souvent. Je pense que c'est une bonne idée. Surtout, ce qui serait intéressant pour la Formule 1, ce serait d'autoriser plus d'essais en dehors des Grands Prix. Même si ça coûte cher, je ne sais pas. On a des budgets de cap en Formule 1. Ça a été fait pour ça, ça a été fait pour sauver du budget. Malheureusement, on voit que c'est quand même compliqué d'accéder en Formule 1. Mais voilà, plus d'essais pour les jeunes pilotes, pour s'entraîner, pour ensuite pouvoir se montrer en essai libre 1. Pourquoi pas des wildcards avec un accès à 1 ou 2 Grands Prix par saison. Ça serait déjà pour le spectacle superbe, je pense, pour les gens, voir de nouveaux pilotes. À chaque fois qu'on voit des pilotes de F2 arriver, et on voit qu'ils sont très performants, on voit qu'ils produisent du spectacle et qu'ils sont dans le rythme. Donc je pense que ça serait une bonne idée. Merci beaucoup, Théo. Merci beaucoup. Voilà pour cet entretien, Théo Pourchère et Joseph Ruiz et les pistonnets, bien évidemment. Théo Pourchère, on essaiera de prendre des nouvelles le plus vite possible. Juste vous faire un petit retour sur les essais. Théo Pourchère était en essai donc chez Peugeot dans le cadre des rookie tests après la dernière manche. Et Victor Martins, c'était dans l'A424 d'Alpine. On va en parler dans quelques instants. Victor Martins a été extraordinaire, m'a-t-on dit en tout cas, de retour. C'est étonnant. Tu vois le même les bras m'en tombent. Ouais. C'est exactement ça. Exactement les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. C'est exactement ça. Et pour Théo Pourchère, vraiment, ça s'est plutôt très bien passé aussi également avec la 9X8. Il faut dire que la 9X8 est un petit peu moins performante, même si ça a bien marché du côté de Bahreïn, elle est un petit peu moins performante que la 424. Donc voilà, il y a en tout cas les échos, parce qu'on est un peu plus proche d'Alpine bizarrement que de Peugeot. Et ben les échos d'Alpine étaient dithyrambiques en tout cas sur la performance de Victor Martins. En tout cas, on est heureux de retrouver, d'avoir des nouvelles de Théo et je le trouve fringant, notre ami. Les gars, dernière partie de cette émission. C'est pas un règlement de compte. Parce que franchement, on est au-dessus de ça. C'est pas la première fois qu'on est en conflit avec Alpine. L'idée, on veut pas mettre de l'huile sur le feu. Pas en conflit.
Non, bon, qu'on a eu des bisbilles, quoi. Bruno Famin a fait le déplacement du côté de Bahreïn. Et on le savait parce qu'il fait, en fait, depuis qu'il a quitté la Formule 1, il était présent sur site dans toutes les courses. Je rappelle que le titre de Bruno Famin est vice-président d'Alpine Racing. On avait pris rendez-vous avec Alpine pour proposer une interview à Bruno Famin. Il était question, on leur avait envoyé un protocole, que l'on pose des questions sur le WEC, parce que pour le coup la 424 est détonnante, c'était sa première saison, c'est une saison réussie. Et c'était à Bahreïn, Alpine sortait en plus d'un podium du côté de Fuji. Il y a beaucoup de choses à dire. Je rappelle d'ailleurs, et je fais une mini parenthèse là-dessus, qu'en début de saison, on est quand même les seuls à avoir fait un sujet sur Paul Louchatin. D'accord, il n'y a aucun youtubeur ni média français qui a parlé de Paul Louchatin. On est les seuls à avoir parlé de la 424 et de l'engagement d'Alpine. Je vous rappelle qu'en revenant du Mans, on a fait une émission spéciale sur l'endurance. J'avais eu la chance d'être aux côtés de cette équipe pendant les 24 heures du Mans. On a raconté plein de choses. On a, à la différence de tous les autres, c'est pas moqué d'Alpine parce que le moteur n'avait pas dépassé les 6 heures. On a expliqué d'où ça venait et le pourquoi du comment. Bref, on a toujours été respectueux sur le traitement d'Alpine Endurance parce qu'on a toujours eu de bonnes relations avec eux. On a demandé une interview pour parler d'endurance, mais forcément, quand on est avec le vice-président d'Alpine Motorsport, qui a donné une interview 2 jours avant en plus à Auto Hebdo où il dit tout, l'idée c'était pas de le piéger, l'idée c'était de parler de l'activité d'Alpine dans le sport automobile. Apparemment, ça n'a pas plu. Je vous propose de regarder l'interview et on réagit ensemble juste après. Quel bilan on peut tirer de cette saison pour la 424 ? 2024, c'est la première saison d'Alpine en hypercar, première saison de la 424, année d'apprentissage avec une progression constante jusqu'ici. On va voir ce week-end à Bahreïn comment se conclut la saison, mais un apprentissage positif, progression au niveau des performances. On reste sur notre premier podium à Fuji, 3e, 5e à Austin auparavant. Donc on commence à vraiment bien avoir mis en place toute l'organisation technico-sportive de l'équipe et on arrive à bien comprendre la voiture et en extraire un maximum de performance. Maintenant, il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, à mettre en place pour aller vraiment aller se battre devant et ça sera l'objectif de l'année prochaine. Ouais, c'est vraiment ça le chantier de l'an prochain. C'est quoi l'ambition de l'an prochain ? L'ambition de l'an prochain, c'est de faire mieux que cette année et donc d'aller vraiment jouer beaucoup plus devant. Il y a un plateau qui est extraordinaire, hein. Il y a des compétiteurs qui sont très forts, qui sont là, qui sont installés dans la discipline depuis très longtemps, qui ont beaucoup d'expérience. Donc on attaque ça avec humilité, mais l'objectif c'est bien, le plus rapidement possible, d'aller jouer devant avec ces gens-là. Donc on veut aller se battre régulièrement pour des podiums, ça sera l'objectif de l'année prochaine. Bruno, on vous a quitté il y a quelques mois, vous étiez en F1, aujourd'hui vous l'avez quitté. Qu'est-ce que vous avez retrouvé dans le WEC qui vous plaît, que vous n'aviez pas en F1 avant? Alors j'étais en F1 mais j'étais aussi en charge du WEC et des autres programmes d'Alpine, des programmes sportifs. Donc j'ai jamais quitté le WEC. Là maintenant j'ai la possibilité d'être sur toutes les courses et j'en profite. La F1 on y est aussi toujours parce qu'à Viry-Châtillon on continue de fournir le moteur de F1 pour Alpine F1 Team jusqu'à la fin de l'année prochaine, donc ça reste d'actualité, ça reste une part extrêmement importante, mais effectivement en étant déchargé de l'équipe F1 en elle-même, ça me laisse beaucoup plus de temps pour me concentrer sur les autres projets, le WEC étant le principal et étant extrêmement important pour la marque Alpine, les 24 heures du Mans. Les 7 autres manches du calendrier avec un plateau de fou, c'est quelque chose de passionnant. L'endurance, c'est une catégorie vraiment à part, où à chaque course, en fait, on a quasiment 18, là on a 18 protos qui peuvent se battre pour la victoire, réellement, physiquement. Donc c'est assez incroyable, il y a des faits de course, les courses sont longues et c'est super excitant. Vous aviez dit quand même que vous n'étiez pas mécontent de quitter ce monde de la F1, en tout cas votre rôle en F1. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas mécontent?
Non, moi je suis très content d'avoir fait de la F1 en tant que team principal d'une équipe. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai vraiment découvert et appris beaucoup de choses. Donc ça, j'étais très content. Maintenant, le projet F1 est passé à une autre étape et maintenant je me reconcentre sur les autres projets. Ça me va très bien. Il y a eu beaucoup de on-dit sur la collaboration chez Alpine entre Enstone, entre Viry. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rassurer les fans d'Alpine sur le rôle de chacun? Est-ce qu'il y a une bonne entente entre toutes ces composantes de la marque? Il y a une bonne entente, bien sûr. Entre les... Moi, j'ai toujours connu ça dans ma carrière. Entre les gens qui font la voiture et ceux qui font le moteur, ça a toujours bataillé. Parce qu'il y a des objectifs particuliers qui sont antagonistes. Un motoriste, il va vouloir que son moteur il refroidisse bien, il aspire de l'air bien frais, que tous les fluides soient à des températures bien maîtrisées. Et puis les gars qui font la voiture, ils vont vouloir la voiture la plus légère possible, la plus aérodynamique possible. Et on sait, par exemple, s'il pouvait ne pas y avoir de radiateur, il serait extrêmement content, parce que c'est de la traînée aéro, c'est de la performance aéro. Donc oui, il y a toujours un antagonisme entre les gens qui font les châssis et les gens qui font les moteurs. Ça existe entre Enstone et Viry, comme ça existe partout. Il ne faut pas croire que dans les autres équipes, ça soit bien différent. Il y a eu une grosse décision d'Alpine d'arrêter la conception du moteur pour les prochaines années. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui vous a poussé à prendre cette décision très très importante? C'est le sujet du jour, là, ça ou pas? Non, je sais pas. On peut pas tout le temps parler. Ok. On peut parler quand même d'Alpine, de Fabio Beator par exemple, de scénario? Du tout? Ouais, je pense qu'on pouvait parler du WEC, ça serait bien, ouais. Non? D'accord, ok. Et de la marque Alpine, tout ça? Marque Alpine, WEC, bien sûr. Bon, le WEC, on le sait, c'est extrêmement dense. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la place vraiment et l'ambition pour Alpine d'aller chercher quelque chose d'important, un titre de champion du monde dans les prochaines années? Quand Alpine s'engage dans un championnat, même s'il y a des moments plus ou moins difficiles selon les championnats, l'ambition c'est la même, c'est d'aller se battre devant. Après, déclarer je vais être champion du monde en telle année, c'est extrêmement péremptoire et ça manque d'humilité parce qu'il y a des compétiteurs et des concurrents d'extrêmement haute valeur en face. Mais notre ambition, c'est bien ça, c'est d'aller jouer pour des podiums, d'aller jouer pour des victoires. Et quand on joue pour des victoires, on pense aux 24 heures du Mans quand on parle au WEC et on pense bien évidemment au titre de champion du monde, qui a longtemps été un petit peu le lot de consolation, mais quand on a maintenant 9 ou 10 constructeurs avec des gens comme Porsche, Ferrari et bien d'autres en face, je veux dire, c'est un titre qui a une valeur maintenant absolument remarquable. Donc oui, c'est bien notre objectif d'aller décrocher dans les années qui viennent ces victoires et ces titres. Alors le WEC, l'endurance est très, très appréciée par les puristes du sport automobile. Est-ce que pour les pilotes, ça peut être, vous parliez de lot de consolation avant, pourquoi aujourd'hui le WEC n'est plus un lot de consolation justement? En quoi il devient véritablement prioritaire? Il devient prioritaire parce qu'un championnat avec 9 ou 10 marques, là on attend, on doit avoir 9 marques aujourd'hui je crois. On attend Aston Martin l'année prochaine, Hyundai Genesis qui va arriver l'année d'après. Je veux dire, ça n'existe pas, c'est du jamais vu d'avoir un tel plateau, d'avoir autant de constructeurs avec un règlement qui est assez génial, hein, qui met tout le monde dans une même fenêtre de perfo, donc avec des voitures qui sont intrinsèquement très proches les unes des autres. Ça n'arrive pas dans les autres disciplines. Et c'est pratiquement jamais arrivé dans l'histoire du sport auto. Donc c'est un moment absolument fabuleux qu'on est en train de vivre. On est fiers chez Alpine d'y participer. Merci à Joseph Ruiz qui est parti au combat quand même, qui est parti au feu et qui donc avait cet entretien avec Bruno Famin. Je vous ai pas laissé, à partir du moment où Bruno Famin ne veut pas parler de Formule 1, je vous ai pas laissé la suite parce qu'on va pas se mentir, Joseph est pas un spécialiste de sport automobile, donc il a parlé du WEC et derrière c'est
un enchaînement de poncifs et de choses de com et on a déjà beaucoup parlé d'Alpine et déjà beaucoup parlé du WEC dans cette émission depuis le début de saison. Moi je finis juste sur une note tout à fait personnelle les gars, je veux pas enfoncer Bruno Famin ni Alpine, je pense que tout est dit dans cette vidéo. Il y a pourtant des passages très intéressants sur ce qui n'a pas marché entre l'entente Enstone-Viry, franchement tout c'est à top, fait. tu vois. C'était génial. L'idée n'était pas d'aller chercher des noises à Bruno Famin, l'idée était de lui poser des questions et d'avoir des réponses. Il y a une interview il y a 2 jours sur Auto Hebdo où il justifie l'arrêt des moteurs et il le fait très bien. C'est intéressant. C'est son opinion de dirigeant d'une écurie, d'une entreprise et c'est cette opinion-là qu'on a. On a pris l'opinion des salariés de Viry, on veut la partager. On a donné notre opinion d'un point de vue extérieur, de youtubeur. On voulait avoir l'opinion justement de ces gens-là. On leur avait demandé. Apparemment, le vice-président d'Alpine Racing ne peut pas répondre sur les questions Formule 1. Ce qui est important de dire, c'est que dans le protocole que tu avais envoyé à la base, il était question de WEC et de F1. Ouais, WEC et F1, tout à fait. Voilà. WEC et F1. que ça avait été accepté. Tout à fait. En fait, Bruno Famin n'est pas le directeur de l'écurie WEC. Il est le directeur de la marque Alpine, le vice-président de la marque Alpine, engagé en WEC, en Formule 1, etc., etc. Mais je trouve ça dommage qu'en plus de ça, il a donné une excellente interview. Je vous invite d'ailleurs à aller la lire, parce que du coup, on n'a pas eu les réponses qu'on voulait. Je vous invite à aller la lire. C'est l'excellente interview de Romain Bernard, journaliste émérite du côté d'Auto Hebdo, exclusivité Auto Hebdo. Allez la lire parce qu'il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes. Et je trouve que c'est bête en fait de ne pas répondre à des questions, parce que quand on ne répond pas à des questions, en fait, on laisse dire les choses. Voilà, je comprends que c'était pas, il était à Bahreïn et il avait d'autres choses à dire. On a consacré du temps à parler du WEC. On l'a fait tout au long de la saison, on l'a fait pendant cette interview-là. Apparemment, on peut pas parler de Formule 1. On peut pas parler de Formule 1, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Dommage pour vous, dommage pour nous, et dommage pour Alpine, qui n'en sort pas grandi, je trouve, en tout cas, de cette séquence. Rien à rajouter, les gars ? Non. Bon, bah c'est bon. Les amis, c'est la fin de cette émission. Il y a une trêve de 3 semaines désormais. 3 semaines où il n'y aura pas de Formule 1. D'habitude, généralement, j'avoue, faut le dire, c'est un des défauts des pistonnés. Quand il n'y a pas des F1, vous n'entendez pas parler de nous, parce qu'on a aussi beaucoup de boulot à côté, que c'est l'occasion parfois de se rafraîchir, etc., etc. En fait, on va garder l'antenne. La semaine prochaine ou la semaine d'après, je m'engage pas trop, on aura une émission spéciale, Gunther Steiner, As. Interview de 30 minutes avec Gunther Steiner, qui a sorti ce bouquin. Pardon, ouais, excuse-moi, je l'ai laissé là. Moi, j'ai pas passé le bras long, vraisemblablement. Vraisemblablement, j'ai passé le bras long. Sinon, on aurait eu notre interview chez Alpine. Gunther Steiner a sorti ce bouquin aux éditions Talent Sport. Un bouquin pas mal, hein. Franchement, j'avais pas lu le premier, pour rien vous cacher. Celui-là, pour l'interview, je l'ai lu. Et franchement, il y a des histoires qui sont assez incroyables. C'est sans filtre. En fait, le premier bouquin parle de Gunther Steiner, post-drive to survive, etc., etc. Ce bouquin-là, c'est l'aventure As. Et il y a franchement des thématiques incroyables sur la Formule 1. Bref, je vous en dis pas plus parce qu'on va beaucoup en parler. Donc ce bouquin-là, il sera à gagner, bien évidemment, et bien dans l'émission spéciale qui vous attend pendant la trêve. Interview de Gunther Steiner pendant 30 minutes. Et nous, on reviendra en débat après cette interview pour parler du projet As, peut-être se projeter sur la suite, parler aussi également de l'origine du projet As, parce que Gunther nous en a beaucoup parlé. Et, dans un grill. Dans un grill, exactement. Et pour rien vous cacher, rien vous spoiler, vous verrez qu'on lui a pas posé les questions que vous attendez. Enfin, je pense que vous attendez certaines questions de notre part. Et je pense qu'on a essayé de prendre le contre-pied de tout ça. On n'a pas parlé de Drive to Survive. On a parlé de d'autres sujets dont il n'a jamais parlé, pour le coup. Et franchement, c'est une masterclass. Alors, c'était pas une masterclass de ma part en anglais. Mais alors, la masterclass de Gunther Steiner, vraiment incroyable. Si tu peux nous la teaser un peu cette interview, parce que je sais qu'on est sorti de cette interview où on était assez retourné quand même. En fait, c'était pas une interview cadrée. C'est-à-dire qu'on avait, bien évidemment, on avait préparé nos sujets, tout ça. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte que nos questions seraient pas les bonnes avec un personnage comme ça, qu'il fallait l'écouter et poser des questions en fonction de ce qu'il disait. Ce qui fait que vous allez voir les... C'est presque lui qui décide en fait de là où on va. Ouais, mais ça nous va. Presque. Et ça nous va parfaitement. Parce qu'en fait, il va dans des endroits où, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'invités qui sont allés. Et peut-être pas René Arnoux d'ailleurs. Mais à un moment donné, on a un poil laissé tomber la trame. On l'a suivi, mais on a un poil laissé tomber la trame juste pour dire, mais attends, ce que tu me dis là, c'est intéressant. Mais moi, du coup, ça me fait penser à ça. Et du coup, ça, toi, t'as la réponse. Donc, je te pose la question. Et par exemple, on parle de Niki Lauda à un moment donné, mais on parle de Niki Lauda par rapport au bouquin sur sa rencontre avec lui, mais on parle aussi du rôle de Niki Lauda chez Mercedes. Et du coup, tout ce qu'on vous dit en émission sur il n'y a plus une posture chez Mercedes d'un homme comme Niki Lauda,
Eh ben, oui, évidemment, ce sont des. Il veut nous spoiler l'interview. Non, mais Vas-y, ce sont des préceptes Bien sûr, qu'on bien sûr, développe bien sûr, en bien sûr. émission. Et là, je me dis, mais c'est l'occasion de les confirmer avec quelqu'un de l'intérieur. Dis-moi ce que tu penses de ce qu'on avance, nous, en émission. Et en fait, du coup, j'ai un peu l'impression qu'on s'est mis à poser des questions pour confirmer des choses qu'on pense C'est ça. ou infirmer des choses qu'on pense. Vous verrez, c'est pas si cadré que ça, mais par contre, il y a pas une once de son propos qui est pas passionnante. Exactement. Et ça corrobore avec une émission. Et une interview aux réseaux sociaux. Ouais, il y a une super interview aux réseaux sociaux. Il donne son avis sur ça. On vous le balancera en teaser, bien sûr, de cette émission. Mais en tout cas, voilà. Pendant la trêve, on reviendra avec cette super émission. Je me tiens aussi, promis, après, je lâche l'antenne, c'est promis. Je tiens aussi à dire que je vois que vous êtes beaucoup à m'écrire et me dire ouais, Manu, le reportage Brice versus Hamza en karting, où est-ce que ça en est, et tout, etc. J'avoue. On s'est mis dans une usine à gaz. Je n'arrive pas pour le moment à prendre mes responsabilités. Il y a 4 heures de rush. Il y a un bout à bout, on appelle ça dans le métier, qui dure 4 heures et qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Mais on y travaille et vous l'aurez. Elle sortira cette vidéo parce que je pense que c'est peut-être l'une des plus belles vidéos de cette saison. Moi, franchement, c'est. Il y a des séquences, il y a tellement de trucs que bref. On mettra voilà. l'audio. Ah bon, bien sûr. bien sûr. Faudrait juste pas se faire striker. Ouais, c'est ça, faudra essayer. Mais en tout cas, Tu voilà, as toujours ton gravier d'or? ça arrivera. Oui, bien sûr que je Ouais. l'ai. Toute l'histoire autour de cette journée Entreposé à côté de la Copa Libertadores. Véridique, hein. Du côté La de carrière Salbris, du gars. vous l'aurez. Voilà, vous l'aurez, cette vidéo, elle arrive. Faut juste nous laisser le temps de la préparer. Mais je pense que ça va être un long format. À mon avis, c'est un 90 minutes qui sort. Hein. Mais c'est Voilà. ça le truc, c'est Je que. C'est un long métrage, en fait. En fait, on a tourné un truc où il faut On est normalement. parti 20 sur 10 minutes On à est la parti base. sur 10 minutes. Et finalement, c'est un film. Mais on a pas, non, mais on est parti sur un truc où au final, là, il faut 4 personnes à la post-prod C'est et 6 monteurs, tu c'est vois. ça, c'est ça. Et on les a pas. Donc, c'est On- pour ça que c'est. On va essayer. Mais elle sortira, c'est une promesse. Voilà. Donc n'oubliez pas le rendez-vous avec Gunther Steiner. Gunther Steiner, sans filtre, mon histoire incroyable de la décennie en Formule 1, talent sport. N'hésitez pas, on vous le fait gagner dans la prochaine émission, justement, lorsque Gunther sera avec nous. Et il y aura plein d'autres surprises, c'est la fin de saison, les gars. Plein d'autres surprises. On veut juste finir en beauté cette année 2024. Il n'y a plus de suspense au championnat. Mais on va vous régaler, c'est la promesse. Brice. Si, la place pour Alpine, la Ah oui. 6ème. Voilà. Je suis sérieux en plus. Non, mais en plus, moi j'aimerais bien aller voir 6ème, mais bon, j'aimerais bien, Ah oui, j'aimerais bien qu'il réponde aux carrément. questions, ce serait dommage. Voilà les gars, en tout cas, merci beaucoup. J'allais repartir dans ma colère. Merci les gars, bonne journée. Merci à Polo, merci à Aymen, merci à Léo qui nous ont accompagnés dans cette matinée incroyable d'enregistrement. Et puis on se dit, bah, rendez-vous pendant la trêve. Ciao. Salut les gars. Salut.